Binge Audio. Il y a 10 ans tout pile, la France basculait dans une nouvelle époque. En janvier 2015, les attentats contre Charlie Hebdo, puis le magasin Hyper Cacher à Paris, faisaient 17 morts et une vingtaine de blessés. Au lendemain de ces actes terroristes islamistes, une vague d'union nationale avait émergé, notamment au travers des grandes marches républicaines qui avaient réuni 4 millions de personnes sur le territoire. En début de soirée, ils sont encore plusieurs milliers place de la Nation. Les messages sont forts. Solidarité. Ensemble. Contre le terrorisme. Mais nous sommes là pour prouver aux gens que la France est un pays d'accueil et que nous sommes vraiment libres d'exprimer notre joie ou bien ce qu'on veut en fait. C'est vraiment un sentiment d'union, de sérénité, de calme. C'est la lourdeur de l'ambiance. Tout le monde est uni, tout le monde est là. Quelle que soit sa religion, sa couleur de peau. C'est impressionnant. Hélas, cette concorde n'a pas duré. Rapidement, on en est revenu à l'un des fondamentaux du débat public contemporain, la polémique. Notamment autour d'un thème majeur, la laïcité. C'est devenu, en 10 ans, le cheval de bataille de tout un tas de gens et un moyen, bien souvent, d'emballer des idées nauséabondes dans un joli paquet républicain. Comment et pourquoi a-t-on autant maltraité la laïcité durant cette décennie ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et pour en discuter, j'ai passé un coup de fil à Nicolas Cadenne. Pendant 8 ans, de 2013 à 2021, il a été le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. C'était une commission consultative qui conseillait le gouvernement sur le respect et la promotion de la laïcité, dirigée par l'ancien ministre socialiste Jean-Louis Bianco. Cet observatoire, il a été très souvent la cible des critiques d'une partie de l'opinion et du personnel politique qui le trouvaient trop tendre, trop légaliste, et qui ont fini, on y reviendra, par avoir sa peau. J'ai commencé par demander à Nicolas Cadenne comment il avait vécu cette décennie très tendue. Je dirais que depuis 10 ans, depuis les attentats islamistes de Charlie Hebdo et ensuite ceux qui ont suivi, malheureusement, durant ces 10 dernières années, on a eu un débat sur la laïcité qui fut très médiocre et qui continue d'être très médiocre, de très mauvaise qualité, du fait d'une confusion générale sur le sujet, d'une utilisation de ce concept pour parler de nombreux champs qui n'en relèvent pas directement ou pas seulement. Ces attentats s'opposaient à tout un tas de valeurs essentielles et fondamentales qui dépassent largement le seul champ de la laïcité, et l'utilisation excessive du mot laïcité un petit peu comme un mot magique pour résoudre des problématiques majeures d'ordre public, mais qui remontent même à beaucoup plus loin en termes d'intégration sociale, d'intégration dans la vie de la société, dans la vie commune. Les actions à mener pour répondre à ces problématiques majeures, évidemment, recouvrent largement des champs d'une immense diversité, et pas seulement la laïcité. Première chose. Ensuite, dans un contexte qui est celui-ci d'attentats islamistes, mais aussi de crises multiples à caractère économique, social, d'identité dans la mondialisation, écologique, sanitaire même, dans lequel beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens sont dans une inquiétude pour l'avenir, une peur de l'avenir, une quête d'identité aussi pour certaines, dans un contexte aussi de polarisation de la société entre, d'une part, beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens qui continuent de s'éloigner du religieux, dans un phénomène de sécularisation qui continue, et d'autres qui, au contraire, vont réactiver des appartenances religieuses parce que aussi la religion va être vue comme une valeur refuge, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, parce que face à des idéologies dites séculières comme le capitalisme, le libéralisme, le nationalisme, le communisme, le socialisme, qui sont vus comme étant en échec par beaucoup, là encore, de nos concitoyens et concitoyens, finalement, ils vont recourir à une autre valeur qu'est la valeur refuge que peut constituer la religion. Donc, dans ce contexte général d'immense confusion, effectivement, la laïcité est largement instrumentalisée par les uns et les autres pour avancer des thèses diverses, variées, et notamment à l'extrême droite, mais pas que, dans presque tout le spectre politique parfois, vous avez une utilisation de la laïcité pour justifier les choses guère justifiables. Alors ça va être pour
neutraliser l'espace social et notamment poser des interdits nouveaux qui concerneront certaines populations données. L'extrême droite, ce sera évidemment pour stigmatiser, hier c'était les Arabes et maintenant ce sera les Français de confession musulmane, mais sous couvert de laïcité. Et ça, c'est évidemment une utilisation grossière et une instrumentalisation, une perversion de cette notion qu'est la laïcité et qui aboutit en plus à l'avoir rejetée, à ce que certains la rejettent parce que du coup ils ne la comprennent pas bien. Mais effectivement, s'ils entendent et s'ils écoutent ce qui en est dit par certains responsables politiques ou médiatiques ou intellectuels, évidemment, ils vont, pour certains, la rejeter. Et donc, c'en est un peu désespérant, quoi. C'est-à-dire que le débat public n'est pas de grand niveau. Face à cela, on devrait évidemment avoir des personnes qui cadrent le débat, donc les journalistes notamment, mais pas que, et qui rappellent le droit, ne serait-ce que rappeler le droit de ce qu'est réellement la laïcité et ce qu'elle n'est pas. Et éviter les discours complètement farfelus et mensongers sur la laïcité. Alors justement, ça nous amène à un point qui est crucial. On aurait d'ailleurs pu commencer par là. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en entendant certaines déclarations politiques, la laïcité, c'est pas une opinion. Elle a une définition juridique qui est assez claire, qui est précise. Est-ce qu'on peut la redonner pour celles et ceux qui nous écoutent ? C'est très juste. Alors, bien sûr, il y a toujours eu intellectuellement, philosophiquement, des interprétations multiples de la laïcité, et ce depuis sa conception même. Mais vous avez parfaitement raison de le redire. Pour ce qui concerne la laïcité telle qu'elle doit s'appliquer au quotidien, concrètement sur le terrain, il n'y en a qu'une. Et celle-ci, c'est celle qui découle de notre histoire et qui s'est traduite dans notre droit. En particulier avec les lois Ferry-Goblet de la loi de la fin du 19e pour l'instauration de l'école publique laïque, et puis ensuite avec, évidemment, pour l'essentiel, avec la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises avec un « et » majuscule au sens de toutes les organisations religieuses quelles qu'elles soient, et de l'État au sens de toute l'administration publique, avec donc cette séparation qui conduit à la neutralité et l'impartialité de l'État, de l'administration publique, et de l'autre sens à l'indépendance des associations culturelles, des associations religieuses. Mais effectivement, vous avez raison de le redire, aujourd'hui encore continue dans le débat public l'affirmation péremptoire sur tout un tas de plateaux de telle ou telle conception de la laïcité, mais en laissant entendre qu'elle corresponde à la définition en droit de la laïcité, et que donc en laissant entendre que c'est cette laïcité qui doit s'appliquer, ce qui est tout à fait faux. La laïcité, c'est quoi en droit ? Pour faire très simple, c'est un principe juridique, politique aussi, au sens noble du terme, d'organisation de la vie en société, et philosophique, un principe qui, vis-à-vis des convictions et des croyances, va permettre de décliner concrètement les valeurs de la République. C'est-à-dire que c'est ce qui va garantir la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, de plus croire, de recroire, de ce que vous voulez, la liberté d'exprimer des convictions ou des croyances, quelles qu'elles soient, y compris dans l'espace public, si vous ne l'imposez pas à autrui et si vous respectez l'ordre public. C'est ce qui va garantir aussi l'égalité entre toutes et toutes, quelles que soient leurs convictions ou croyances, devant la loi, devant l'administration publique qui est neutre et impartiale et qui traite tout le monde de la même manière, qu'importe vos convictions ou vos croyances, l'administration publique n'a pas à les prendre en considération, elle vous traitera de la même manière que vous soyez ceci ou cela, croyant ou non-croyant, et quelle que soit votre croyance si vous en avez une. Et c'est enfin ce qui concourt à l'idéal républicain de fraternité, en ce sens où, par la laïcité, là encore, quelles que soient nos appartenances propres, on a les mêmes droits, on a les mêmes devoirs. Et donc, dans ce cadre-là, on a un État qui est neutre, qui est impartial, puisque c'est lui qui traite tout le monde de la même manière, qui délivre des services publics qui doivent être les mêmes pour toutes et tous. Et pour garantir cette impartialité, cette égalité de traitement entre toutes et toutes, effectivement, on demande à cet État et donc à ses représentants d'être neutres et impartiaux. Il faut rester, à mon sens, sur cet équilibre de la loi de 1905 et ne pas céder à des lois de surenchère qui sont souvent dictées par l'émotion du moment. Et évidemment que ces lois ne permettraient aucunement de s'opposer je le répète par rapport à ce que je disais au début, au terrorisme islamiste, parce que ce sont des nouvelles lois qui ont été défendues dans cette période suite aux attentats islamistes, sous couvert d'attentats islamistes. Allez, on va durcir la laïcité et on va imposer la neutralité partout. Mais ça n'a aucun sens, ça n'aura aucun impact. Et au contraire, ça sera même négatif, puisque si vous voulez, ça va offrir l'argument de la discrimination aux idéologues les plus radicaux, qui pourront donc recruter des apprentis djihadistes, si vous voulez, ou qu'importe, en disant, vous voyez, vous êtes discriminés, on vous refuse d'exprimer votre foi et même de porter un signe religieux dans la rue, alors que ça gêne personne. Et donc ce sera évidemment un discours qui permettra pour eux de recruter
des personnes qui se sentiront exclues de l'espace social, qui se sentiront exclues du cadre commun. Ça, les concepteurs de la laïcité l'avaient évidemment bien perçu, qu'il n'avait aucun sens d'être dans une logique liberticide, anti-liberté, puisque sinon on accentuerait les replis de telle ou telle communauté et on accentuerait en réaction les oppositions violentes. Donc c'est complètement contre-productif en plus. Et qui plus est, rappelons-le, mais si il y a eu malgré tout des mesures un peu de fermeté qui ont pu être prises sur la laïcité, parce que le reste ce n'est pas notre champ, la sécurité publique c'est pas du champ de l'Observatoire de la laïcité, bah c'est quand même l'Observatoire de la laïcité qui les a pris ces mesures. Par exemple, c'est nous qui avons demandé à ce que soit à nouveau activable l'article 31 de la loi de 1905 qui ne l'était plus suite à une réforme du code pénal, article qui rappelle que toute personne qui contraint autrui à une pratique cultuelle peut être sanctionnée. Et bon, ça c'est nous qui l'avons fait réactiver, donc effectivement on ne peut pas imposer à autrui une pratique cultuelle quelle qu'elle soit. Dans l'autre sens d'ailleurs, cet article défend aussi les personnes qui se verraient empêchées d'exercer une pratique religieuse, ça va dans les deux sens évidemment. C'est nous aussi qui avons abrogé le délit de blasphème qui existait encore dans un territoire dit dérogatoire qui est l'Alsace-Moselle, donc dans les 3 départements que sont le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et l'Alsace, il y avait encore un délit de blasphème. À l'époque de Charlie Hebdo, par exemple, il y avait encore un délit de blasphème là-bas, donc c'est nous qui l'avons fait abroger. C'est aussi nous qui avons rendu obligatoire les formations à la laïcité pour les agents publics, et puis aussi, mais qui c'est toujours pas d'ailleurs le cas pour tous les agents publics, ils ont toujours pas suivi ça, mais c'est nous qui avons aussi rendu obligatoire les formations à la laïcité pour tous les aumôniers de tous les cultes, et aussi pour les ministres des cultes qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire un imam détaché, un rabbin, un prêtre, un pasteur, qui viennent de l'étranger, comme ils connaissent pas forcément notre système laïque, on les oblige désormais à être formés à cette question. Donc, on a pu, dans notre champ, je le répète, que le champ de la laïcité, puisque le reste, c'est pas, tout ce qui est d'ordre public, la sécurité publique, c'est pas de notre champ, on a pu avoir des mesures de fermeté. En revanche, on a refusé, en effet, de céder à l'équilibre de la loi de 1905, et de céder à une nouvelle laïcité qui, en fait, serait discriminatoire et offrirait ce discours de la discrimination aux radicaux et, en fait, ne ferait que donner du grain à moudre aux idéologues islamistes notamment. Est-ce que vous avez la sensation, vu ce qu'a été malheureusement la fin de l'Observatoire de la laïcité, qui a donc été dissous en 2021 sous la pression, on l'a dit, d'une partie du personnel politique, dont d'ailleurs des ministres, est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu ce bras de fer avec les défenseurs d'une nouvelle version de la laïcité qui ont fini par avoir tout simplement la peau de l'Observatoire ? Alors pour le moment, ils n'ont pas gagné parce que heureusement pour le moment, le droit de la laïcité est encore respectueux de l'équilibre de la loi de 1905. On a nous-mêmes à l'Observatoire empêché certaines propositions de loi qui étaient attentatoires aux libertés de passer, mais on était un garde-fou qui n'existe plus effectivement. Et donc on a perdu une bataille, pas la guerre heureusement, en ce sens où pour le moment le droit de la laïcité est à peu près, même s'il y a quand même eu quelques avancées qui sont pas des avancées, à peu près le respectueux de l'esprit de la loi de 1905 et de la laïcité telle qu'elle découle de notre histoire. Mais il faut être extrêmement vigilant pour la suite, c'est clair, on voit bien déjà, même au Sénat, des adoptions de lois au Sénat qui sont très problématiques d'un point de vue laïque et qui sont portées au nom de la laïcité alors qu'en fait elles s'opposent à la laïcité et aux libertés offertes par la laïcité. Donc il faut être extrêmement vigilant pour que ça ne soit pas adopté par l'Assemblée en version définitive. Après sur le terrain, c'est marrant parce que donc politiquement, effectivement, sous la pression forte de quelques ministres qui ont assumé leur pression contre l'Observatoire, ils ont réussi à ce que celui-ci s'arrête. Mais sur le terrain, ils ont pas du tout gagné. C'est-à-dire que sur le terrain, cette fin de l'Observatoire a été extrêmement regrettée par tous les acteurs de terrain, par tous les praticiens de la laïcité, mais même par les administrations elles-mêmes. Le module de formation majeur des agents publics continue d'être un module qui s'appuie quasi exclusivement sur les travaux de l'Observatoire de la laïcité. Donc c'est paradoxal. Il a été supprimé par une volonté politique, mais dans les faits, ces travaux sont toujours largement utilisés, heureusement. Et en revanche, dans les faits, les acteurs de terrain regrettent cette suppression parce qu'ils n'ont plus l'appui qu'ils avaient au quotidien. Alors moi, il y a un truc qui ne cesse de m'étonner, c'est de voir que pas mal d'ardents défenseurs de la laïcité sont en réalité tout sauf laïcs, et même au contraire sont parfois proches de milieux religieux qu'on pourrait qualifier d'intégristes. Je pense à des gens qui sont issus non pas de l'enseignement public, et donc laïque, mais de l'enseignement privé catholique, comme Jean-Michel Blanquer, par exemple. Ça ne l'a pas empêché de devenir, par ailleurs, ministre de l'Éducation nationale. Mais bref, on a tous ces gens qui n'ont que le mot laïcité à la bouche, mais en réalité, dès qu'on s'en sert pas pour taper sur les musulmans, la laïcité, ça les intéresse beaucoup moins. Tout à fait. Non, tout à fait. On a ce que vous dites là très bien. C'est des gens qui se disent laïcs alors qu'ils ne le sont pas,
qui vont défendre le séparatisme scolaire finalement en favorisant considérablement les écoles privées confessionnelles sous contrat ou non, contre l'école publique, puisque l'école privée sous contrat est largement subventionnée par l'État, et donc avec un État qui parfois organise sa propre concurrence. Et on a eu effectivement des responsables politiques et des ministres qui se disaient laïcs, mais qui pour autant, plutôt que de favoriser et d'aider l'école publique, on a bien besoin, car beaucoup de problématiques, ne serait-ce que bâtimentaires, mais aussi en termes d'effectifs, etc., va au contraire donner plus d'argent au privé, qui lui pourtant n'a beaucoup moins de besoins et n'en a pas particulièrement besoin du tout. Donc c'est un problème. Et en plus, ces gens qui là encore se disent laïcs ne font pas la base même de la laïcité, qui est le mélange de la population. Ils n'assurent pas la mixité sociale au sein notamment des établissements scolaires, alors que c'est la base. C'est-à-dire que, je l'ai dit, la laïcité a été conçue pour faire ensemble dans une société plurielle, dans une population plurielle. Or, si la population, elle n'est plus plurielle, si dans les établissements scolaires, vous avez des catégories très homogènes, ça marche pas, parce que quand vous avez des catégories très homogènes de public, vous avez des replis. C'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire quand on est laïque. Quand on est laïque, il faut mélanger les publics et créer de l'interaction sociale, du débat social. Et c'est comme ça qu'on évite les replis communautaires. Et d'ailleurs, l'Observatoire de la laïcité avait lancé, avec le ministère de l'Éducation nationale de l'époque, en 2015, une grande opération sur la mixité sociale dans les collèges, et avait soutenu cette opération large, et ça avait abouti à une chute totale des atteintes à la laïcité, en fait. Parce que dès que vous aviez des publics mélangés, vous n'aviez pas en réalité de chute du niveau scolaire, parce qu'évidemment, il s'agissait pas d'être brutal, il s'agissait de mélanger intelligemment, avec par ailleurs des équipes pédagogiques solides, avec des options qui pouvaient attirer certains publics, avec parfois des établissements à implanter différemment, pas directement dans un quartier lui-même où il n'y a pas de mixité sociale, mais au milieu de quartiers différents. Et quand vous aviez ce mélange de population, eh ben vous n'avez plus d'atteinte à la laïcité, parce que tout simplement, eh ben il n'y a pas de repli communautaire, les gens se parlent dans leurs différences, s'acceptent comme ils sont, et donc il n'y a plus d'atteinte, il n'y a plus de repli. Donc on le sait que ça marche. Et pourtant ça a été arrêté, en effet. Ça a été arrêté par le ministre que vous avez nommé. C'est ahurissant. Ça a été arrêté alors que ça fonctionnait. Et pourtant ça a été arrêté par un ministre qui se disait laïque et qui mettait sans arrêt en avant la laïcité. Et donc là, c'est encore, on voit bien la perversion qui est faite et l'instrumentalisation qui est faite de la laïcité pour justifier des choses injustifiables et même parfois donc pour faire des choses qui sont contraires à la laïcité. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir de se débarrasser de ces fractures, de sortir de ces oppositions qui quand même polluent très largement notre débat public ? Ou bien est-ce qu'on doit accepter, se résigner à vivre avec pour longtemps et de se coltiner encore 10 ans de discussions finalement assez stériles ? Il y a des espoirs en ce sens où on connaît les solutions. Je parlais notamment de la mixité sociale à renforcer, mais elles sont dures, elles sont longues, elles peuvent faire peur parce que voilà, on est parents d'élèves, on peut croire que notre niveau scolaire pour notre enfant va chuter, etc. Ce qui n'est pas le cas quand c'est bien fait, évidemment. On connaît les solutions, encore faut-il que les politiques et ceux qui sont en responsabilité aient le courage de les mettre en œuvre et de les appliquer. Et ça, c'est le motif d'inquiétude qu'on peut avoir, puisque au contraire, on le voit dans une période de tension vive telle qu'on la connaît, on a plutôt tendance à avoir des responsables qui vont délivrer des solutions simplistes, caricaturales, qui vont répondre aux émotions, parce qu'elles seront plus faciles à vendre, entre guillemets, et avec un gain électoral a priori plus évident. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est le motif d'inquiétude qu'on peut avoir. Donc, il faut que nous toutes et toutes, en tant que citoyennes et citoyens, on soit vigilants. Nous-mêmes, après la fermeture de l'Observatoire, on a créé avec un certain nombre la vigie de la laïcité, pour être vigilant sur la laïcité. Mais de manière générale, il faut que tout un chacun, en tant que citoyenne et citoyen, on soit vigilant sur tout cela et qu'on soit des défenseurs acharnés de tout ce qu'on vient de dire là, de la vraie laïcité, et de toutes ces actions à mener partout à notre échelle sur le terrain, sur tout le territoire. Il faut vraiment qu'on soit toutes et toutes actrices, acteurs de ce changement. Merci à Nicolas Cadenne pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Mathieu Thévenon. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.